Merci beaucoup, professeur Taoufik. Merci, la Maforcal de m'avoir invité pour vous entretenir de ce sujet. Donc, ce matin, mes collègues ont déjà parlé du microbiote, surtout au niveau intestinal. Ce microbiote au niveau intestinal est surtout beaucoup mieux étudié que le microbiote au niveau respiratoire, qui, je dirais, des découvertes récentes. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Donc, je suis revenu aux définitions pour qu'on parle de la même chose quand je vais utiliser certains termes. Qu'est-ce que j'entendrai par microbiote et ce que je vais entendre par microbiome? Donc, les deux termes, tant microbiome et microbiote, sont utilisés généralement de manière interchangeable. Or, chaque terme a une différence un peu particulière. Par microbiome, j'entends l'ensemble des génomes omiques de tous les micro-organismes vivant dans les environnements spécifiques, comme l'intestin, les voies génito-urinaires ou même le poumon. Par contre, quand je vais parler de microbiote, là, je vais désigner le micro-organisme en soi, sans faire référence au génome. Et alors, j'aurai encore d'autres définitions, d'autres termes que je vais utiliser pendant l'exposé. Donc, j'ai dit, il y a le microbiome, c'est le génome combiné de tous les micro-organismes vivant dans une région donnée, dans son environnement. Par microbiote, je parlerai plutôt de la communauté des micro-organismes dans un environnement. Et puis, je vais également parfois utiliser le terme de métagénomique, qui est l'étude du génome complet d'une communauté des micro-organismes, qui permet d'évaluer le potentiel fonctionnel des micro-organismes. Et alors, on parlera également, brièvement, quand je parlerai des bronchectasies, de résistome, qui correspond à la collection de gènes de résistance aux antibiotiques dans une communauté. Et puis, j'aborderai brièvement le métatranscriptomique de l'ARN ou le métabolomique. Alors, de manière un peu erronée, pendant plusieurs temps, on a pensé que le voie respiratoire inférieure était stérile parce qu'on n'avait pas de méthode adaptée pour pouvoir faire le diagnostic des germes commensals qui vivaient au niveau du poumon. Et c'est surtout vers la fin du XIXe siècle qu'on a été confronté à ce qu'on appelle une flore pulmonaire qui était disponible au niveau de personnes, des individus au niveau de mammifères. Il y a même un article que je mets ici, qui est un article qui date de fin des années en 1899, où on avait fait une autopsie sur des patients, sur plusieurs cadavres, il y en avait plus ou moins une trentaine, et sur 23 cadavres des personnes qui n'étaient pas malades, l'anatomopathologiste qui a décrit la dissection l'autopsie, il a montré qu'il y a un fait important qu'il avait trouvé dans l'analyse de ce cadavre, c'est qu'il y avait la présence dans la plupart des poumons sains des microbes pathogènes habituels des voies respiratoires, excluant leur pénétration agonique. En fait, ici, il a trouvé, à son insu, un peu comme M. Jourdan, il a trouvé, qui faisait de la prose sans le savoir, il a trouvé qu'il y avait un microbiome au niveau pulmonaire, mais il n'a pas fait le lien qu'il s'agissait d'un microbiome, parce qu'il a parlé des microbes pathogènes. Mais en fait, c'était des germes qui étaient commensals, qui vivaient au niveau pulmonaire. Depuis Pasteur, les premières heures de microbiologie clinique, les analyses de prélèvements bronchopulmonaires ont été réalisées surtout dans un contexte infectieux. Généralement, comme on pensait que le poumon était stérile, on ne fait pas de prélèvements pulmonaires ou bronchiques pour analyse bactériologique sans qu'il y ait un contexte infectieux. On ne le fait que s'il y a un contexte infectieux. C'est ce qui fait que on n'a jamais même imaginé qu'il y avait des microbes qui pouvaient vivre au niveau des voies respiratoires inférieures. Alors, comme vous voyez ici, généralement, dans l'arbre respiratoire, on subdivise sur tout ça en 3 zones. Nous avons la zone nasopharynx, il y a l'oropharynx et puis il y a le voie respiratoire inférieure. Et chaque zone, tant le nasopharynx, l'oropharynx que le voie respiratoire inférieure ou les poumons, correspond à un écosystème, à une écologie particulière. Parce que la température est différente, le pH est différent, donc il y a un développement de micro-organismes qui est différent pour chaque zone. Et la quantité de micro-organismes au niveau de voie respiratoire supérieure, c'est-à-dire au niveau du nasopharynx, de la bouche et des voies respiratoires inférieures, va de manière décroissante. On en a un peu plus au niveau du nez, beaucoup plus important au niveau de la bouche et nettement moins au niveau des voies respiratoires inférieures, à savoir au niveau des poumons. Alors, le poumon et les voies respiratoires inférieures, comme je disais, abritent une composition diversifiée des microbes qui sont non seulement détectés, mais surtout sous-diagnostiqués. Comme disait tout à l'heure ma collègue la pédiatre qui a parlé ce matin,
il y a près de 70% des espèces bactériennes du corps humain qui ne peuvent pas être cultivées avec des milieux de microbiologie standards. C'est ce qui fait que on ne découvrait pas le microbiome au niveau des voies respiratoires inférieures parce qu'on n'avait pas la technique qui nous permettait de les détecter. Nos milieux de culture habituels sont surtout faits pour détecter les germes pathogènes. Donc mais les microbiomes ou les germes commensals sont là malheureusement, on n'avait pas encore la technique pour pouvoir les détecter. Mais maintenant, grâce à l'analyse, à des analyses métagénomiques, à des pathologies respiratoires chroniques, on a pu admettre qu'un signal microbien détecté dans les voies aériennes inférieures des sujets pris comme témoins n'était pas une contamination, une infection, mais correspondait bien à un microbiome pulmonaire. Grâce à des nouvelles séquençages génomiques, on a pu déterminer que, contrairement à ce qu'on croyait que les voies respiratoires inférieures étaient stériles, il y avait bien un microbiome pulmonaire également qui cohabitait. Actuellement, on a de nombreuses études qui ont confirmé que la communauté microbienne associée aux malades respiratoires sont différents des sujets sains. Donc, si je fais un prélèvement de microbiome au niveau d'un sujet sain et chez un patient malade ou chez un patient qui a une maladie chronique stable, on voit bien que la communauté microbienne qui survit au niveau des voies respiratoires inférieures est différente chez un sujet sain que chez un sujet malade. Alors, on utilise plusieurs techniques de biologie moléculaire qui reposent surtout sur un séquençage à haut débit. On utilise surtout l'amplification génique PCR universelle de l'ARN 16, de l'ARN ribosomique 16, qu'on amplifie, on appelle la métagénétique. Et puis, les gènes amplifiés, c'est ce qu'on appelle les amplicons, ou les produits d'amplification sont appelés amplicons. Et ces séquences sont regroupées dans des opérations taxonomiques uniques qu'on appelle OTU. Et alors, on va essayer de les regrouper, comme je vais vous montrer tout à l'heure. On va essayer de les regrouper, toutes ces séquences-là, qui sont similaires. Et sur base des séquences qui sont similaires, on va voir à quel groupe il correspond, à quel groupe d'organismes il correspond, ou à quel taxon il correspond, pour pouvoir déterminer quelle espèce vit au niveau des voies respiratoires inférieures. Et alors, ensuite, on va identifier chaque séquence en OTU, donc en opération taxonomique unique, par comparaison à une base de données. Donc, on le voit ici. On peut faire une stratégie globale, c'est-à-dire on prend toute une série, un échantillon de microbiote, qu'on va séquencer les fragments d'ADN. On va extraire avec une fragmentation de l'ADN, et puis on va faire un séquençage global. Et alors on va les assembler par similitude. Et alors on va découvrir, on peut analyser, avoir un génome bactérien qui correspond à chaque séquence. Ou alors on peut le faire de manière beaucoup plus spécifique quand il s'agit du génome au niveau du microbiome au niveau de voie respiratoire inférieure. On va prendre un échantillon de bactéries. On va extraire l'ADN, mais ici, on va faire l'ARN 16S qui est spécifique des mycobacterium. On va les séquencer et puis on va les assembler et on pourra, comme je disais, sur base des données qu'on a, on peut déterminer, tiens, le gène ARS 16S de ce génome bactérien correspond à tel type de microbe ou correspond à tel autre. C'est comme ça qu'on fait le séquençage au niveau des voies respiratoires inférieures ou même supérieures. Donc, comme je disais, comparativement à ce qu'a dit le professeur Ether ce matin, au niveau intestinal, il y a vraiment une pléthore d'articles parce qu'on a étudié ça de manière beaucoup plus importante et depuis des années. Par contre, au niveau des voies respiratoires inférieures, au niveau pulmonaire, c'est beaucoup plus récent. Ce n'est que depuis 2010 qu'on a successivement déterminé la composition du microbiome des voies respiratoires. Le microbiome du système respiratoire a également, à ce moment-là, été mis en évidence. Parce qu'avant, comme j'ai dit, on pensait surtout que c'était plutôt, le voie respiratoire inférieure était stérile. Et vers 2011, on a mis en corrélation diverses maladies et les microbiomes qui a été progressivement exploré. Et comme je vous ai dit, en sachant que près de 70%, 70% des espèces bactériennes du corps humain ne peuvent être cultivées sur un milieu microbiologique standard. Ce qui explique et qui illustre bien pourquoi est-ce que ça a pris beaucoup de temps jusque-là, parce qu'on n'avait pas encore développé des méthodes de séquençage aussi précis comme on le fait actuellement pour pouvoir déterminer et diagnostiquer les différents microbiomes. Alors, j'ai une ligne de temps ici qui montre un peu l'évolution. Je vois pas très bien. Donc, comme vous voyez, c'est plus ou moins en 2010 qu'on a, tout avant 2010, on pensait plutôt que
le voie respiratoire inférieure était stérile. C'est surtout vers 2010 qu'on a commencé à faire attention à diagnostiquer et à prélever au niveau des voies respiratoires inférieures chez des sujets sains pour déterminer sur base de séquençage les différents microbiomes. Vers 2011-2012, on a fait une corrélation avec différentes maladies, la BPCO, la mucoviscidose, le pneumonie, les bronchectasies hors mucoviscidose. Puis en 2013, avec les patients qui ont été, avec le développement des transplantations pulmonaires, on a commencé également à étudier sur des poumons transplantés les différents microbiomes, et on a également déterminé ce qu'on appelle le mycobiome, c'est-à-dire la présence de fongiques au niveau du poumon, et on a également déterminé le virome, c'est-à-dire la présence des virus qui sont non pathogènes au niveau des voies respiratoires inférieures. On a discuté sur la réponse immunitaire qui change en fonction du type de microbiome qu'on a au niveau des voies respiratoires inférieures. L'impact avec le Covid et le développement important vers 2019-2020. Là, on a étudié de manière encore beaucoup plus précise les différents microbiomes, et maintenant on essaye de voir on peut avoir des cibles thérapeutiques en fonction du microbiome de chaque maladie chronique. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau thérapeutique pour pouvoir changer, comme on le fait déjà avec au niveau intestinal, si on peut faire la même chose au niveau pulmonaire également. Alors, actuellement, quand on veut analyser le microbiome au niveau pulmonaire, on le fait surtout sur du liquide, sur du LBA, du lavage bronchiolaire alvéolaire, ou alors, par exemple, dans certaines maladies comme la mucoviscidose ou dans les gens qui ont des bronchectasies, on le fait sur analyse des crachats spontanément expectorés. Donc, on incite le patient à expectorer, et c'est sur base de crachats-là où on fait un lavage alvéolaire. C'est sur base de ces prélèvements-là qu'on peut faire une analyse génomique. D'autres études ont utilisé plutôt des explants pulmonaires. Donc, on a pris des biopsies pulmonaires, et c'est sur base de ces biopsies-là qu'on a pu étudier le microbiome sur base des biopsies pulmonaires. Alors, on le voit ici. Donc, vous avez par exemple soit un prélèvement de sputum, soit un lavage alvéolaire, ou plutôt une biopsie pulmonaire. Vous isolez l'ADN sur un échantillon. Vous faites une amplification par PCR du génome du RNA 16S. On fait un séquençage, on fait une analyse bioinformatique, et puis on classifie, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur base de l'ARN 16S pour pouvoir voir à quel taxon, à quelle classification appartient le microbe dont on a déterminé, et alors on peut l'intégrer dans une database pour voir, tiens, dans telle pathologie ou dans telle situation, on retrouve plutôt tel type de microbiome ou tel type de mycobiome, c'est-à-dire un fongique, ou alors plutôt un virus. Alors, le microbiome pulmonaire chez un sujet sain représente une communauté bactérienne riche et diversifiée, un peu vraiment comme au niveau intestinal. Mais par contre, la particularité, contrairement au niveau intestinal, comme a montré le professeur Ether tantôt, où il y a une quantité vraiment importante, au niveau de voie respiratoire inférieure, là, c'est plutôt en faible abondance. Et alors, on sait que ce microbiome au niveau pulmonaire a plusieurs fonctions, il a plusieurs rôles. Il a un rôle de protection contre les agents pathogènes envahisseurs. On module le système immunitaire, mais de manière moins flagrante que... Donc, je pense que le mécanisme ou les études sont en cours pour déterminer le mécanisme est beaucoup plus précis, comme on l'a montré tantôt au niveau digestif. Et puis, ça participe également à l'absorption des nutriments au niveau des voies respiratoires inférieures. Alors, on sait également, comme j'ai d'ailleurs enlevé la plaque parce que je pense qu'il en a parlé tout à l'heure, lorsque vous prenez les modèles murins, vous prenez des souris qui n'ont pas de microbiome ou à qui on a enlevé le microbiome, vous voyez que une souris qui n'a pas de microbiome aura une sensibilité beaucoup plus accrue s'il développe une infection des voies respiratoires inférieures, dans la mesure où il n'a pas un microbiote ou microbiome commensal qui peut l'aider à moduler la réponse immunitaire ou la réponse inflammatoire. Que si vous prenez une souris qui a un microbiome sain, dans lequel on a du surfactant, on a les cellules, les lymphocytes présentatrices d'antigènes, et on a un recrutement
au niveau de morphonucléaire des neutrophiles. Quand il y aura une infection bactérienne, quand il y a une agression, les macrophages alvéolaires vont recruter les neutrophiles. Les lymphocytes présentatifs d'antigènes vont également jouer leur rôle pour pouvoir combattre le microbe et garder une stabilité au niveau des voies respiratoires inférieures pour que la réaction ne déborde pas. Que chez une souris qui n'a pas de microbiome, chez qui on a enlevé le microbiome, la réaction inflammatoire sera beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus sévère. Donc, au niveau des voies respiratoires inférieures, je vais distinguer un microbiote qui correspond à des bactéries. Comme j'ai dit, dans les microbiotes, au niveau des voies respiratoires inférieures, la masse bactérienne est beaucoup plus faible par rapport au microbiote intestinal. On dit qu'on compte à peu près 10 à 100 cellules bactériennes pour 1000 cellules humaines dans les biopsies pulmonaires, alors qu'au niveau digestif, il y avait vraiment une quantité vraiment énorme. Et alors, comme microbiote au niveau des voies respiratoires inférieures, on va surtout déterminer 6 phyla, donc 6 lignées. On a les Bacteroidetes qui contiennent les Prevotella et les Porphyromonas. On a les Firmicutes qui contiennent les Streptocoques et les Veillonella. On a les Proteobactéries, les Pseudomonas, les Haemophilus, les Neisseria. Et puis, on a les Actinobactéries, les Fusobactéries et les Chlamydia. Ça, c'est pour le microbiote qui contient surtout les bactéries. Et puis, on a ce qu'on appelle le mycobiote. Ça, c'est plutôt la présence de fongiques. Dans plus de 60% de cas, la culture ne permet pas d'isoler les champignons dans les voies respiratoires inférieures. Mais par contre, on a remarqué chez un sujet sain des champignons qui sont observés dans le microbiote pulmonaire, qui sont des espèces qu'on retrouve essentiellement dans son environnement, dans le sol, dans les plantes. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve chez un sujet sain? On peut également retrouver des aspergillus, les Cladosporium cladosporoidés et des Ernothixium sinecodum ou d'autres spores également, qui peuvent vivre de manière commensale s'ils ne sont pas exagérés au niveau des voies respiratoires inférieures. Et enfin, on a également un virome, donc on a un microbiote bactérien, on a un mycobiote qui correspond aux champignons, et puis on a un virome, c'est la présence des virus au niveau des voies respiratoires inférieures, mais des virus qui vivent de manière commensale en symbiose avec l'individu. Et comme virus, on retrouve surtout les piconaviridés, les paramyxoviridés, les adénoviridés, les herpesviridés et les anéloviridés. Et alors, on trouve également certains virus comme ceux de la grippe, l'influenza virus, certains coronavirus, les bocavirus et les papillomavirus. On sait que la composition du virome est variable en fonction des individus et très sensible à la saisonnalité. On a certains virus qui sont beaucoup plus présents pendant la période hivernale que pendant la période estivale ou quand il y a moins d'épisodes infectieux. Alors, on le voit ici. Dans l'arbre bronchique, on a des bactériomes, on a un mycobiome, on a des viromes. Et comme je vais en parler dans les procédés diapositives, ces différents microbiomes ou mycobiomes ou viromes vont changer en fonction des différents facteurs ou en fonction des différents mécanismes comme la toux, les cils mucociliaires, les macrophages et les macrophages alvéolaires qu'on a au niveau des voies respiratoires inférieures. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, donc chaque zone, aussi bien le nez, l'oropharynx que la bouche, contient toute une série de mycobiotes, comme vous voyez ici, qui varient du nez à l'oropharynx jusqu'au niveau de la bouche et avec de germes qui sont différents en fonction de la zone dans laquelle on se retrouve. Alors, quels sont les facteurs écologiques qui déterminent le microbiome pulmonaire? Pour qu'on ait un microbiome qui reste stable au niveau bronchique, il y a plusieurs agents, ou plusieurs mécanismes qui vont participer à la composition du microbiome. Quels sont ces mécanismes-là? Ces mécanismes sont déterminés par l'équilibre de 3 facteurs. Comme facteur, j'aurai la migration microbienne dans les voies respiratoires par inhalation ou par microaspiration. On sait que quand on dort ou même parfois pendant la journée, on a des petites microaspirations qui tombent au niveau des voies respiratoires inférieures. Ça entretient bien entendu notre microbiome. Il y a la dispersion à partir de la muqueuse oropharyngée. Le deuxième facteur qui participe à l'équilibre de notre microbiome, c'est l'élimination des microbes de voies respiratoires, soit via l'ascenseur mucociliaire, soit par le mécanisme de la toux,
ou la sélection d'origine immunitaire, ou du fait des facteurs antibiotiques locaux ou de la compétition entre certains micro-organismes. Et alors, le troisième facteur qui détermine notre microbiome, c'est le taux de reproduction relatif au milieu dans lequel on se trouve. Comme je disais, la reproduction n'est pas la même si on se trouve au niveau du nez, au niveau de l'oropharynx, au niveau des voies respiratoires inférieures. Donc, 3 facteurs qui déterminent l'immigration, l'élimination des microbes de voies respiratoires et le taux de reproduction local. Et alors, les sources microbiennes qui alimentent ces niches sont multiples, comme j'ai dit. Les souches peuvent être alimentées soit par la réserve bucco-dentaire, ce qu'on a dans notre bouche, dans notre nez, parfois carrément par inhalation de ce qui se trouve au niveau de notre type digestif ou par l'air inhalé. Le schéma ici le montre bien. Donc, il doit y avoir un équilibre entre la migration, donc les micro-aspirations, l'inhalation des bactéries ou ce qui se trouve dans notre muqueuse, la croissance locale en fonction du pH, de la température, de la tension d'oxygène, de ce qu'on mange, et puis en fonction de l'élimination au niveau local, l'atout, la clairance mucociliaire ou l'immunité adaptative innée. Et vous voyez, les deux doivent coexister. S'il y a trop de micro-aspiration ou beaucoup d'inhalation de bactéries ou une dispersion au niveau de muqueuse locale, on va plutôt évoluer vers une pathologie infectieuse beaucoup plus sévère au niveau pulmonaire que s'il y a un équilibre, ça reste stable, ou alors on est plutôt chez un patient qui a un poumon sain. Et ceci va varier au cours de la vie. Donc, on doit avoir un équilibre entre, comme je disais, l'immigration microbienne et l'élimination. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Il y a des facteurs qui peuvent, on nous a dit tout à l'heure ce matin, au niveau digestif, peuvent interférer ou intervenir pour qu'on ait un équilibre satisfaisant au niveau des voies respiratoires inférieures. Donc, il y a des facteurs qui vont plutôt intervenir en faveur de l'eubiose. Donc, il y a une synergie, une symbiose. Par exemple, l'allaitement maternel, la naissance par voie basse, un régime alimentaire équilibré ou quand on fait de l'exercice physique. Par contre, ce qui va évoluer plutôt ou favoriser la dysbiose au niveau pulmonaire, c'est plutôt l'allaitement artificiel, l'utilisation des antibiotiques, une alimentation non équilibrée et également une surcharge pondérale ou l'obésité. Alors, comme je disais tantôt, donc on a plusieurs types de microbiomes en fonction du site dans lequel on se trouve, soit au niveau de la bouche, soit au niveau du nez ou au niveau des voies respiratoires inférieures. Mais on sait que le microbiome au niveau des voies respiratoires inférieures est surtout déterminé par ce qui se trouve au niveau de la bouche. C'est surtout le microbiome buccal qui est la principale source du microbiome pulmonaire chez un individu sain, mais qui a bien entendu une interaction entre ce qui se trouve au niveau du nez, de la bouche et des voies respiratoires inférieures. Et que les différentes communautés microbiennes de poumon, du poumon ressemblent plus à celui de l'oropharynx plutôt qu'à celui qui est au niveau de l'air inhalé ou du nasopharynx. Et alors, quand je reprends la plaque que je vous ai montrée tout à l'heure, donc on voit ici, par exemple, au niveau du nez, on trouve plutôt du staphylocoque, de streptocoque, de moraxella et certaines corynobactéries au niveau du nez. Au niveau de l'oropharynx, j'ai du Prevotella, du streptocoque, du Neisseria. Et par contre, quelqu'un qui a une dysphagie au niveau de l'oropharynx, qui a une dysphagie, va plutôt perturber son microbiome que quelqu'un qui n'a pas de dysphagie, son microbiome restera plutôt stable. Au niveau pulmonaire, comme j'ai montré tantôt, on a plutôt du Prevotella, de streptocoque et du Veillonella. Quand on a une altération de la clairance mucociliaire, le microbiome au niveau pulmonaire sera plutôt impacté, on n'aura pas un microbiome plutôt stable. Donc en bleu, c'est le microbiome normal commensal qu'on a actuellement au niveau de nos voies respiratoires, tant supérieures qu'inférieures. Et en rouge, c'est toutes les conditions qui peuvent interférer ou altérer la stabilité du microbiome au niveau de voies respiratoires inférieures. Alors comme j'ai dit, il y a un gradient qui va du nez à la bouche vers les voies respiratoires inférieures, avec une quantité beaucoup plus importante, plus au niveau de la bouche,
est nettement moindre au niveau des voies respiratoires inférieures, qui n'est pas stérile comme on le croyait, mais la quantité de microbiote et de microbes est nettement moins importante qu'au niveau des voies respiratoires supérieures. Alors, dans un poumon sain, comme on a dit tout à l'heure, on postule que le bébé, le fœtus, quand il est dans le ventre de sa maman, n'a pas de microbiote, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il est plutôt stérile, ses poumons sont stériles, et qui se contamine surtout à la naissance, et que le microbiote au niveau pulmonaire variera s'il est né par voie basse ou s'il est né par césarienne. Donc, le poumon fœtaux, comme les intestins fœtaux, sont présumés stériles et que le poumon du nourrisson acquiert probablement leur communauté microbienne après la naissance. On pense que le microbiote du nourrisson est initialement uniforme sur différents sites du corps et il va se différencier progressivement pendant la vie en fonction de son environnement, en fonction de ce à quoi il sera en contact. Comme on le voit ici, quand le fœtus est dans le ventre de sa mère, quand il naît, en fonction s'il a été allaité ou pas, en fonction si l'enfant a eu des antibiotiques, il a été confronté à des infections ou s'il a été vacciné, en fonction de l'enfant s'il a été en contact avec des animaux de compagnie, s'il y a une fratrie, s'il vit en ville ou s'il vit à campagne, s'il a été à la crèche ou s'il a été plutôt gardé chez ses parents, qu'il a été moins confronté à différents microbes, son microbiote sera différent quand il est petit au niveau des voies respiratoires. Je n'ai pas retrouvé la notion de 1000 jours comme on en parle surtout au niveau intestinal, mais il dit surtout dans la littérature qu'il y a une évolution progressive plus en fonction du contact de l'enfant avec l'environnement qu'il a que au niveau par rapport à son alimentation comme il est décrit au niveau intestinal. C'est ce que j'ai repris, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fonction qu'on vit en ville ou dans un milieu urbain, les infections virales, s'il y a des animaux, la fratrie, le régime alimentaire, le type d'allaitement, le mode de délivrance, l'utilisation des antibiotiques, la santé, les régimes alimentaires et en fonction s'il y a de la génétique des parents. Voilà ce qu'il en est du microbiote. Maintenant, je vais aborder différentes maladies. Par souci de clarté, je me suis limité à 3 maladies phares, dont je vais surtout parler parce qu'on peut étudier le microbiote dans presque toutes les maladies pulmonaires, maintenant parce que c'est un domaine qui est en plein essor. Mais je vais me limiter essentiellement à l'asthme, bien entendu, à la BPCO, aux bronchiectasies et également à la maladie cancéreuse. Alors, ça va? Comme ça? Oui, merci. De nombreuses études ont comparé le microbiome pulmonaire au cours d'une maladie avec celui du sujet sain et on a trouvé des différences significatives de composition chez les malades et les personnes en bonne santé. On a également démontré que la maladie est associée, comme au niveau du tube digestif, au niveau pulmonaire également, à une perte de diversité bactérienne ou à la dominance d'un seul taxon ou d'un petit groupe de taxons. Donc, un patient qui, comme on le montrera tout à l'heure, qui a une BPCO, qui a un asthme ou qui a des bronchiectasies, on verra soit il perd la diversité de son microbiote, ou alors il y a une de bactéries ou un de virus ou un de champignons qui va prédominer par rapport aux autres et qui va faire induire le déséquilibre qu'on va observer et parfois peut expliquer surtout en tout cas l'évolution péjorative ou les épisodes d'exacerbation que va présenter le patient. Alors, lorsqu'il y a une eubiose, c'est-à-dire quand on vit de manière en symbiose avec les différents microbes, généralement quand on a des micro-aspirations, comme il y a ici, qu'est-ce qui va se passer? Nos macrophages et nos neutrophiles vont être activés pour pouvoir combattre le microbe qu'on a inhalé de manière ou ingéré par micro-aspiration en stimulant les lymphocytes T et les lymphocytes REG pour pouvoir éliminer les microbes qu'il y avait dans qu'il y a eu dans le micro-aspiration et retrouver la stabilité
qu'il y avait avant un micro-inhalation avec une présence résiduelle de l'ADN microbien qu'on a inhalé. Par contre, lorsque le patient commence à avoir des micro-aspirations de manière de plus en plus récurrente, il va y avoir une modification progressive du microbiote au niveau des voies respiratoires inférieures. Donc, les aspirations récurrentes vont faire que le microbiote au niveau des voies respiratoires inférieures va évoluer plutôt vers une immunomodulation du microbiote. Et puis, il va y avoir une dysbiose qui va s'installer et il y aura carrément un biofilm qui va se mettre au niveau des voies respiratoires inférieures. Et comme on le voit ici, il y a un biofilm qui va se mettre progressivement avec une prolifération bactérienne beaucoup plus susceptible dans un microbiote où il y a une perte de diversité ou surtout s'il y a une prolifération d'un taxon par rapport à un autre. Donc, alors qu'on avait un équilibre TH1, TH2 qui permettait une tolérance équilibrée, il va y avoir une augmentation des anticorps pour répondre à la réponse. Et au plus il y a des agressions répétées, il va y avoir une déviation de notre système immunitaire en fonction d'un profil plus inflammatoire plutôt qu'un profil qui correspond à une symbiose. Il y aura une augmentation des cellules de neutrophiles, la présence des radicaux libres et puis une augmentation des lymphocytes Treg, des lymphocytes de checkpoint immunitaire et des marqueurs d'inhibition qui seront beaucoup plus importantes au niveau des voies respiratoires inférieures qu'on n'avait pas lorsqu'on a juste une atteinte ou une microaspiration unique. Mais lorsque ça devient répété, on évolue plutôt vers ce profil-là. Alors, première affection pour laquelle je vais parler, ça sera surtout l'asthme. On sait que l'asthme, c'est une maladie hétérogène caractérisée par une inflammation et une hyperréactivité de voies respiratoires qu'on divise en deux phénotypes, en T2-O, I, ou en T2-Low. On sait que l'asthme est un des domaines d'intérêt dans la compréhension du microbiome respiratoire, car en fonction de la compréhension du microbiome respiratoire, on peut éventuellement interférer ou imaginer en tout cas le type de cible thérapeutique qu'on peut avoir au niveau de l'asthme. Je n'ai pas trouvé dans la littérature si on pouvait modifier directement le microbiote respiratoire, en tout cas en pratique clinique actuelle, pour pouvoir moduler le phénotype ou le développement de l'asthme. Mais en tout cas, il y a des pistes au niveau de la recherche, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous faites des prélèvements de microbiote au niveau des patients qui ont de l'asthme? On voit que le patient asthmatique a une charge bactérienne beaucoup plus importante que le témoin lorsqu'il est évalué quand on fait le prélèvement par brossage de l'épithélium bronchique. Et alors, on voit surtout au niveau microbiotique qu'il y a une augmentation des protéobactéries et des streptocoques dans l'asthme sévère avec une réduction plutôt des Prevotella et des Veinola, ceci indépendamment de la prise des corticostéroïdes. Donc, un patient qui a un asthme aura au niveau de son microbiote plus de streptocoques et par contre, il y aura nettement moins de Prevotella et de Veinola, ceci quel que soit le fait qu'ils prennent des corticoïdes ou pas. Et on sait que les protéobactéries chez les patients asthmatiques sont associées à une aggravation des symptômes, à une réactivité aux stéroïdes et à une inflammation par les interleukines par les lymphocytes T17 et l'interleukine 17. Donc ça, c'est une caractéristique, en tout cas, particulière qu'on a. Oui. Ah, ok. Ok, ça va. Alors, on constate que le patient ayant une inflammation T2-O présente une charge bactérienne beaucoup plus importante que les asthmatiques T2 bas. Et par ailleurs, l'augmentation des protéobactéries, comme je l'ai montré tout à l'heure, ou du Sphingomonadacées va induire une activation des lymphocytes T natural killer, de l'interleukine 4 et de l'interleukine 13, et ceci est associé à une hyperactivité bronchique. C'est ce qui différencie. Décidément. Comme ça? Bon. Bon, ok, ça va.
Donc, voilà, c'est ça. On sait que les patients qui ont un profil T2O présentent une charge bactérienne beaucoup plus importante que les asthmatiques qui ont un T2 faible. Et par ailleurs, il y a une augmentation, quand il y a beaucoup de protéobactéries, de sphingomonodacées, on active les lymphocytes T, le natural killer, l'interleukine 4 et 13, et ça participe à une hyperréactivité bronchique beaucoup plus importante. Cela suggère donc qu'on a une communauté microbienne diversifiée en bonne santé qui peut nous protéger contre l'asthme en inhibant les pathogènes potentiels. Et la perte d'organismes commensaux, donc de notre microbiote habituel, va entraîner une perte de notre tonus immunitaire et participer à ce qu'on ait plutôt un profil inflammatoire beaucoup plus important que si on avait notre microbiote habituel qui préexistait. Alors, qu'est-ce qu'on également, on observe également que dans les exacerbations infectieuses d'asthme, il y a une bactérie qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est surtout l'Haemophilus influenzae. C'est la bactérie pathogène la plus fréquemment isolée dans les expectorations induites des patients asthmatiques. Et il a été démontré qu'une charge bactérienne d'Haemophilus influenzae dans les expectorations induites permettait de prédire la réponse à l'azithromycine. Vous savez qu'on utilise parfois l'azithromycine chez les patients asthmatiques, c'est même c'est suggéré en tout cas, même si ce n'est pas recommandé. Mais ceci est à faire avec parcimonie parce qu'on peut induire malheureusement de résistance. Mais est-il que lorsqu'on contrôle l'Haemophilus influenzae, on peut moduler la réponse ou les exacerbations. Chez les patients asthmatiques, l'analyse du LBA a montré également certains microbes certains fongiques, comme l'aspergillus, qui, comme on le sait, lorsqu'on le retrouve au niveau des voies respiratoires chez les patients asthmatiques, peut induire des épisodes d'asthme sévères. On retrouve également certains virus chez les patients asthmatiques, des rhinovirus, le virus de la grippe et le RSV. Ouais, c'est ça. On a également les virus de l'herpès, le CMV et le virus d'Epstein-Barr virus. Donc, il est évident que dans l'asthme, le microbiome respiratoire subit des altérations significatives. Il est associé à des phénotypes et des exacerbations spécifiques. Et lorsqu'on contrôle ou si on module ces types de microbiomes, on peut, dans la recherche en tout cas, actuellement pas encore de manière clinique, moduler la réponse ou pouvoir probablement contrôler l'asthme. Dans la BPCO, le microbiome respiratoire a été également étudié pour comprendre la pathogénèse de la BPCO et la progression de la maladie. Lorsqu'on fait des prélèvements chez les patients BPCO qui sont stables et ceux qui sont en exacerbation récurrente, on remarque qu'il y a surtout beaucoup de protéobactéries et de streptocoques dans la BPCO. Et alors, on remarque également qu'il y a une expansion d'un microbe plus par rapport à un autre, comme je disais tout à l'heure, et une perte de diversification, et il y a une expansion d'une lignée par rapport à une autre. Ici, par exemple, dans la BPCO, on observe une diminution de la diversité microbienne avec une nouvelle expansion des protéobactéries, en particulier l'hémophilus, et une réduction des firmicutes. Alors, en cas de BPCO, il a été démontré que dans les expectorations chez les patients BPCO, il y avait une survie qui était différente en fonction du type de microbiome, de microbiome qu'on retrouve au niveau des voies respiratoires inférieures. Et alors, ces différents microbiotes varient également en fonction de différents stades de la BPCO, comme on le voit ici dans l'image que j'ai là ici. En fonction si je suis au stade 1 ou si je suis au stade 4 de la BPCO, la flore au niveau commensal varie chez un patient qui est stable que chez un patient qui a un stade 4, où j'ai plutôt une flore qui est complètement perturbée, qui a perdu de sa diversité, que chez un patient qui a un BPCO qui est stable au niveau de sa BPCO.
Comme microbiome dans la BPCO, elle est beaucoup plus diversifiée chez les BPCO stables que chez les témoins sains, mais la composition du microbiome n'est pas modifiée en fonction des différents stades de Gold ou en fonction par rapport à la fonction pulmonaire. Dans les microbiomes, chez les patients BPCO, on va trouver deux types. On va trouver les patients qui ont plus de Saccharomyces, d'autres qui ont plus d'Aspergillus. Et on sait que les patients qui ont plus d'Aspergillus seront plus à risque de faire des épisodes d'exacerbation beaucoup plus sévères que ceux qui ont plutôt de Saccharomyces. Comme virus, on trouvera chez les patients BPCO plutôt les picornavirus et on trouvera également certains virus comme les influenzae. Et comme on sait, chez un patient BPCO, quand il est déstabilisé par l'influenza, il sera beaucoup plus à risque de faire une réaction ou une exacerbation beaucoup plus importante que chez un patient qui est sain. Dans les virus, comme virome, lors des exacerbations, on a révélé une abondance réduite des bactériophages chez les patients atteints de BPCO, ce qui suggère une distorsion du virome pendant les infections. Pour les bronchectasies, chez les patients qui ont des bronchectasies mais qui n'ont pas de, qui n'ont pas de mucoviscidose, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a plusieurs microbes, entre autres l'Haemophilus influenzae, le Pseudomonas aeruginosa et les Streptococcus pneumoniae, mais on a constaté que la diversité bactérienne est limitée et qu'il n'y a pas de relation claire qui a été détectée entre la charge bactérienne totale et l'état de la maladie. Ce n'est pas parce que chez un patient qui a des bronchectasies, on retrouve beaucoup un microbiote très riche que cela veut dire qu'il sera beaucoup plus à risque de faire des exacerbations. On les subdivise en trois groupes, ceux qui ont du Pseudomonas, des Haemophilus et d'autres taxons. Les patients qui ont une prédominance de Pseudomonas auront une fonction pulmonaire beaucoup plus altérée, ils feront beaucoup plus d'exacerbations et auront beaucoup plus d'antibiotiques. Le groupe Haemophilus est associé à moins d'exacerbations, même si on trouve beaucoup d'Haemophilus. Et le dernier groupe, il n'y a pas de pertinence clinique entre la qui est beaucoup ou moins des Veillonella ou des Prevotella. C'est surtout le groupe à Pseudomonas qui est beaucoup plus à risque d'exacerbation par rapport au groupe à Haemophilus qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on en trouve beaucoup que cela veut dire que le patient est beaucoup plus à risque de faire d'exacerbation. Au niveau du microbiome, il y a surtout l'Aspergillus et le Clavispora. Et au niveau du virome, on retrouve surtout le virus parainfluenza humain 3, mais pour lequel il n'y a pas vraiment de pertinence clinique. Et alors, quant au cancer du poumon, presque à la fin, plusieurs études ont montré que le microbiote de voie respiratoire inférieure diffère considérablement chez les personnes atteintes d'un cancer du poumon par rapport à un témoin sain. Ceci a été démontré surtout sur des sujets sains et également dans des modèles de souris. Par exemple, si vous prenez une souris, donc un modèle murin qui a un adénocarcinome pulmonaire où le cancer a été induit, donc il y a ce qu'on appelle le gène suppresseur de cancer, le P53. Si vous supprimez le P53 et que la souris développe un cancer, on a constaté qu'il y aura une augmentation significative et abondante d'une bactérie et il y aura une réduction de la diversité microbienne chez les patients atteints du cancer de poumon par rapport aux témoins. Donc, quand on supprime le gène P53, il y aura une modification du microbiome. Et alors, on a également constaté que les taxons communément considérés comme commensaux oraux sont enrichis de manière significative dans les poumons des patients atteints d'un cancer du poumon, comme les Veillonella, les Streptococcus et les Prevotella. Et alors, également, il existe des différences de composition entre les différents stades de cancer. Par exemple, les germes commensaux, l'Haemophilus, le Fusobacterium, le Gemella et les Prevotella sont représentés différemment si on est au stade 1 ou au stade 3 chez les patients qui ont un cancer pulmonaire non à petites cellules. On sait également qu'il y a des voies spécifiques connues pour en outre, on sait qu'il y a des voies spécifiques connues pour leur importance dans le développement, la progression des tumeurs, comme le voie de la phosphoinositide 3 kinase et de l'ERK, qui sont révélées être régulées par la hausse dans les modèles des souris. Donc, ces voies-là sont surtout, plus amplifiées chez une souris qui a une maladie cancéreuse. Et on sait que dans les modèles murins, si on donne des antibiotiques à des souris
exemple de pathogènes spécifiques et atteints d'un adénocarcinome, on peut moduler l'évolution du cancer dans le modèle murin pour ne pas que ça évolue, ou voire on peut même carrément supprimer le cancer. J'arrive à la fin. Et alors on le voit ici, donc en fonction de la modulation, quand il y a une dysbiose, il va y avoir une stimulation de certains interleukines et en fonction du stade, ça va évoluer vers la prolifération d'un cancer et une modification complète il y aura une dysbiose complète au niveau du parenchyme pulmonaire. J'ai remis ce tableau-ci qui montre les différents types de microbiotes en fonction de maladie et en fonction si c'est un microbiote, si c'est un virome ou si c'est un microbiome. Et vous voyez que ça varie en fonction d'un état et en fonction d'une maladie à une autre. Alors, je ne peux pas finir sans dire un mot sur l'axe poumon et digestif, comme le professeur Eter l'a dit tout à l'heure, avec les acides gras à chaîne courte qui, lorsqu'ils sont ingérés au niveau du tube digestif, passent au niveau du sang, influencent l'hématopoïèse et ils peuvent migrer jusqu'au niveau pulmonaire. Et on sait que lorsque vous prenez sur des modèles murins, en fonction de ce que vous leur donnez à manger, vous voyez, en fonction de ce que vous leur donnez à manger, vous pouvez moduler soit la réponse au niveau de l'infection, soit au niveau de l'atopie, ou alors au niveau de l'immunité, si vous modulez ce que vous donnez à la souris. Donc, en résumé, pour conclure, la manipulation du microbiome est un outil clinique émergent, limité surtout au tractus gastro-intestinal. Au niveau pulmonaire, on est vraiment en cours de cheminement, ce n'est pas aussi développé comme c'est au niveau du tube digestif, où ils utilisent carrément des transplantations des microbiotes fécales. La modification du microbiome respiratoire à la naissance pendant l'enfance n'a pas apporté des bénéfices cliniques comme au niveau digestif, mais constitue des axes de recherche pour l'avenir. Alors, il y a des recherches supplémentaires qui seront nécessaires en utilisant des échantillons en bronchoscopie ou des échantillons de tissus pulmonaires où on peut utiliser des séquençages pour voir un peu s'il y a moyen de moduler cela. Donc, le développement des techniques indépendantes de la culture a permis de mieux comprendre le microbiome respiratoire. Un ensemble concret de données décrivent le microbiome respiratoire existe désormais grâce à la plupart des maladies respiratoires, entre autres, comme j'ai dit, l'asthme, la BPCO, les bronchiectasies, la mycoviscidose. Il y a eu un phénotypage avec les données du microbiome et ça peut nous conduire à identifier des patients au risque et on peut avoir carrément des cibles thérapeutiques si on détermine quel type de microbiote est favorable à une eubiose pour éviter une dysbiose. Voilà, je pense que c'est la fin. Je m'arrête là.